Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'antisémitisme. Qu'est-ce qui a déclenché cette vidéo? C'est une déclaration qui a été signée par 300 personnalités en France et qui a été circulée dans la presse ce week-end. Alors, la déclaration utilise des termes extrêmement forts et elle parle de nouvel antisémitisme. Enfin, il n'y a rien de nouveau dans l'antisémitisme auquel il se réfère. C'est l'antisémitisme que j'avais vu à l'époque où j'avais 5 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui est né hier. Déjà. Deuxièmement, la terminologie est extrêmement forte. C'est du genre nettoyage ethnique de basse intensité. Et puis il y a une réclamation, c'est la réclamation d'abroger un certain nombre de versets coraniques. Donc je vais essayer de parler de tout ça. Alors, vous savez, le sujet de l'antisémitisme est très vaste. C'est très difficile de savoir où commencer si on te demande de parler d'antisémitisme. C'est vrai que c'est tellement énorme que tu ne sais pas par où le prendre, et c'est mon cas aujourd'hui. Alors je vais commencer par une caméra cachée hein, qui a été diffusée en Algérie il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, qui a été diffusée sur Internet. Et puis il s'agit de quoi? Nous sommes en Algérie et il y a quelqu'un qui se fait passer pour un juif. Donc il y a un gars qui va mettre une kippa. Et il circule dans la rue et il interpelle les passants au hasard pour leur demander où se trouve le cimetière juif. D'accord? Et bien sûr, il se fait prendre à partie à chaque fois, systématiquement. Systématiquement, il se fait attaquer. Vous faites une expérience similaire dans beaucoup d'endroits de France et de Navarre et vous allez obtenir les mêmes résultats. Il se fait attaquer donc sans arrêt. Et à la fin de la caméra cachée, il y a l'équipe de tournage qui pointe la caméra vers elle-même et qui disent voilà, nous sommes extrêmement fiers des Algériens parce qu'ils ont montré qu'ils haïssent les Juifs et il n'y a pas un seul Algérien qui a montré donc le chemin du cimetière à un Juif. Voilà, juste pour vous situer. C'est une caméra cachée, mais c'est une expérience sociale en même temps. Rétrospectivement, j'ai eu très peur parce que je me suis dit si j'avais été là en tant que membre du public et que j'avais interpellé par ce faux Juif et que je lui avais dit écoute, je te montre le cimetière juif, mais enlève-moi cette kippa, sinon tu vas te faire tuer, je me serais retrouvé lynché par l'équipe de tournage, n'est-ce pas? Donc, toujours est-il que la haine, la haine des juifs, c'est quelque chose qui a double tranchant. Et ça vous expliquera aussi ma motivation. Premièrement, la haine va créer des victimes chez le groupe qui subit cette haine. D'accord, vers lequel se dirige cette haine. Et on voit en France, par exemple, il y a eu le cas de Madame Halimi, il y a eu le cas de ce jeune qui a été torturé à mort pendant des jours, et le gang des barbares, on les avait appelés. Il y a eu, il y a eu aussi un cas récent, hein, il y a un mois à peu près, une vieille femme qui s'est fait tuer. Donc, il y a l'école de Toulouse où des enfants ont été abattus. Je veux dire, et je ne parle pas du reste, je ne parle pas des juifs qui ne sont même pas acceptés, souvent pour leur propre bien, dans leur intérêt, ne sont pas acceptés dans des écoles de la République française parce que le proviseur n'a pas envie que son école se distingue par un juif trucidé en cours de récré. D'accord. Récemment, des statistiques montrent une augmentation énorme des juifs qui doivent aller en école privée parce qu'ils n'ont plus réellement de place dans les écoles dites de la République. Donc, la victime évidente au départ de la haine des juifs, bon, c'est les juifs, c'est clair. Mais une autre victime. La société qui exprime cette haine finit par être pourrie par celle-ci. Je sais que nous, en Algérie, la haine du juif est devenue littéralement un pilier identitaire. Elle est distillée depuis l'enfance. Mais attention, c'est juste une entrée en matière. Parce que le juif, au Maghreb, il est indéfendable. Très régulièrement, sur des histoires à dormir debout. Mais depuis d'enfance, quand par exemple, tu as 4 ans et tu commets une bêtise particulièrement abominable, ta mère te traite de quoi? Elle te traite de juif. Donc, ça inscrit dans
dans ton affectif, dans ta mémoire, dans ton ressenti, que juif, c'est mal. Il y a cette association qui est faite littéralement depuis que l'homme, dans un pays du Maghreb, ouvre les yeux. D'accord ? Après, il y a de temps en temps des légendes qui sont distillées. Par exemple, on m'a parlé une fois, j'étais chez l'épicier, et puis il a triché sur la monnaie. Et donc, j'étais gamin, et voilà, j'ai dit, il n'avait pas assez, il m'a pas rendu assez, un truc genre, mais c'était assez minable, hein, c'était genre quelques centimes seulement. Et donc, on me raconte quoi ? On me raconte l'histoire d'un juif, n'est-ce pas, qui vivait donc dans cette ville, en Algérie, et qui chaque fois disait aux clients, il trichait sur la monnaie, n'est-ce pas ? Il trichait sur la monnaie, et chaque fois, il disait... Ah oui, il manque quelques sous, ce n'est pas grave. Il manque quelques centimes, ce n'est pas grave. Il disait tout le temps ça. Hein, je le dis en algérien, Doro Malish. Et donc, il a fait ça pendant des années. Et puis, jusqu'au jour où il a construit, où il a acheté une maison extraordinaire, il l'a appelée justement, il a écrit dessus, quelques centimes, ce n'est pas grave. D'accord ? Donc, il a arnaqué les gens pendant longtemps. Et après, il a mis, donc il a sur l'objet du forfait, l'objet qu'il a acheté avec cet argent-là, il a mis dessus justement cette déclaration. J'ai cherché cette maison. Et je n'ai pas réussi à la trouver. Par contre, ce que j'ai trouvé des rues entières, hein, comme par exemple la Mostaganem, Derblihoud, la rue des Juifs, où il n'y a plus aucun Juif. D'accord ? Donc ce que j'ai trouvé, moi, c'est des Juifs qui ont dû abandonner plutôt leurs biens, abandonner des maisons durement gagnées pour fuir, pour partir. Voilà ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé cette maison-là. D'accord ? Il y a quelques années, je vais en Algérie, on me dit, ils ont arrêté un espion juif. Ils l'ont arrêté comment ? Donc, voilà, c'était un espion qui se faisait passer pour un musulman. Et puis le soir, il allait dans une cave, et puis il avait un appareil de morse. Je pense que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ça, peut-être même ceux de 40. Donc, il les mettait en morse depuis une cave. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, à notre époque, où il y a l'Internet, il y a le satellite, il y a le téléphone portable, il y a l'email, il y a des moyens de communication variés, cryptés, le fax à la rigueur. Un juif qui travaillerait au morse ne peut pas être complètement mauvais. C'est quelqu'un qui, probablement un artisan espion de cette ancienne génération qui travaille au morse. Enfin, des histoires comme celle-ci, il en sort tout le temps. Le résultat net, c'est qu'on apprend aux enfants à haïr les juifs. Et quand je vous dis de la haine, je ne vais pas l'appeler antisémitisme. C'est un mot qui me semble drôle. D'accord ? Parce que la haine dont je vous parle, c'est une haine absolue. C'est une haine parce qu'il y a le gars qui te déteste. Je ne t'aime pas. Mais il n'a pas nécessairement envie de te tuer. Il n'a pas nécessairement envie de te poursuivre jusqu'au bout de la terre pour te trucider. Mais il y a une haine, la haine de laquelle je vous parle, qui a été instillée dans le monde musulman. Elle dépasse l'entendement. Je vais raconter quelque chose de plus sérieux maintenant. Un hadith sahih. Si tu es un enfant musulman et que à l'âge de 5 ou 6 ans, tu n'as pas entendu ce hadith, c'est que tu as raté ton enfance. Hein. C'est que, je sais pas où tu étais, quoi. Tu étais dans une cave. Alors, c'est un hadith qui se raconte régulièrement dans les prêches du vendredi, dans les mosquées, à la télé, à l'école. Un classique, vraiment. Alors, le hadith dit que le jour, on va faire une étude de texte là, hein. Il dit le jour du jugement dernier, enfin, le jugement dernier où la fin des temps n'arrivera pas, parce qu'il faut savoir que nous sommes devenus une civilisation de mort. Une civilisation de haine est forcément une civilisation de mort. Nous sommes devenus une civilisation passionnée de mort, de fin du monde. Hein, nous n'avons même pas commencé à vivre, hein, nous n'avons même pas mis les pieds dans ce monde-là,
Et nous rêvons déjà de partir. Nous en voulons à Dieu de nous avoir créés. Quelle bêtise il a fait. Il aurait dû nous créer morts. D'accord? Nous voulons lui redonner cette vie qu'il a condescendu à nous donner. D'accord? Il a fait une grave connerie. Créez-nous morts. Pourquoi il nous a ramenés dans cette vie dans laquelle nous aurions jamais dû venir? Donc, que raconte ce hadith? La fin du monde n'arrivera pas avant que les musulmans combattront les juifs et les vaincront à tel point, à telle enseigne que le juif se cachera derrière une pierre ou un arbre et le musulman vient à sa poursuite et l'arbre ou la pierre parle et disent « Oh musulman, voici le juif qui est caché derrière moi, vient le tuer. » Et le musulman donc vient le tuer. On va faire une analyse de texte. Alors, on ne nous parle pas de David et Goliath. On ne nous parle même pas, regardez, les gens qui nous manipulent, qui nous pourrissent notre société, ne nous parlent même pas d'un juif abominatif, énorme, qui fait 20 mètres de haut, et que le musulman arrive à vaincre. Un juif belligérant, agressif, armé jusqu'aux dents. Hein? On ne nous honore même pas par une image pareille. Même dans le fantasme où tu peux imaginer tout, tu peux imaginer que à bras le corps, tu prends un type qui est comme John Rambo et tu arrives à le vaincre à main nue. C'est un fantasme, tu peux toujours imaginer cela. Non. Même dans les pires fantasmes qui nous sont distillés depuis notre tendre enfance, on nous prend pour des minables, nous fait jouer le rôle des minables. Parce que, voici, donc nous parlons d'épuration ethnique, physique, réelle, à l'épée, hein, de telle sorte qu'il reste combien de juifs? Il reste pratiquement plus, il reste un qui est en train de se planquer derrière une pierre. Et même celui-là, ils ne veulent pas le lâcher. D'accord? Donc pour vous dire que c'est une haine que je n'appellerai pas antisémitisme. Il faudra trouver des mots un peu plus puissants que cela. Alors, le juif est donc vaincu, caché, pas armé, d'accord? Et le musulman vient froidement l'exécuter. Et que la pierre elle-même, qui est un objet inanimé, comprend, par une sorte de truchement surnaturel, comprend que le musulman, son rôle est de tuer, et elle prend part. Elle prend part, donc même l'univers prend part à cette injustice et dit au musulman, tiens, le voici, va l'assassiner. D'accord? Ça, c'est raconté à des gamins, à des millions de gamins. J'en ai fait partie. D'accord? Alors, bon, on apprend à nos enfants à haïr les juifs. Okay? La majorité des enfants d'Algérie, par exemple, 9 ans, de toute leur vie, ne vont pas croiser un seul juif, mais ils vont croiser autre chose. Parce que, une fois que l'enfant a le goût du sang dans la bouche, une fois qu'on lui a appris la haine, que c'est une bonne chose, on lui a appris quoi? On lui a appris que c'est normal de haïr, que c'est bien de haïr, d'être au service d'une haine, de vouloir tuer, de rêver, de fantasmer, d'assassiner pour cette haine-là. Bon voilà, le ver est dans le fruit. Alors après, progressivement, cet enfant, il apprendra à haïr, je sais pas, les pays à côté, les Marocains. Après, il haïra les Égyptiens, il haïra les Français, il haïra les Occidentaux, il haïra les Noirs, il haïra les Africains en général, il haïra les gens qui viennent d'une autre ville, il haïra les handicapés, il haïra les femmes, il haïra... Et puis, une fois que les mécanismes de haine sont chez lui, ça signifie que la haine du juif, c'est littéralement devenu la première marche, la marche sur laquelle on s'initie au monde de la haine pure. Et après, on a des gens, dans un pays, par exemple, où c'est mal vu qu'un homme et une femme se tiennent la main, dans un pays où c'est quasiment criminel d'exprimer une forme d'amour, quel est le sentiment, quel est l'autre sentiment, tout aussi fort, voire des fois plus fort que l'amour, qui reste, c'est la haine. Et donc chacun montre qu'il est au service d'une haine. Et c'est bien, c'est de bon temps en société d'afficher, genre par exemple, c'est la fin de l'année qui arrive, des gens vont chez un pâtissier, est-ce que vous auriez une bûche ou un truc comme ça, parce qu'ils ont vu ça à la télé, et puis lui, il va écrire, il va pondre un papier, nous sommes musulmans, je ne vends pas de bûche, ne demandez pas. D'accord?
Il montre que socialement, lui est au service d'un rejet de l'autre. Il est au service d'une haine. Okay. D'accord? C'est ça. Et on a créé une société où on a en notre sein énormément de détraqués. Énormément de gens qui sont complètement détraqués depuis l'enfance. Ils ont un rapport totalement tordu à l'autre. Ils se sont initiés à cela par la haine du juif. Alors, en France, la France est un pays qui est en train de s'islamiser. Je veux dire, c'est un fact, c'est un fait. C'est un pays, vous regardez il y a 50 ans, il y a 40 ans, 30 ans, 10 ans, vous allez voir une évolution du nombre de mosquées, une évolution de la présence de l'islam dans la politique, dans la presse, dans les discussions de tous les jours. C'est devenu un fait. Il y a une islamisation. Alors, au fur et à mesure que la France s'islamise, elle s'islamise pas n'importe comment. L'islam qu'on appelle de France est un islam particulièrement radical, particulièrement virulent. Je peux vous dire, honnêtement, c'est vos salafistes ou vos islamistes, mais ils n'arrivent même pas à la cheville des Algériens. Ils n'arrivent même pas à la cheville de beaucoup de Saoudiens. En termes de radicalisation, en termes de détraquage mental. Parce que, j'ai pas envie de partir là-dedans, mais il y a une mutation. Ça signifie que l'islam, si vous voulez radical en particulier, n'a pas de frein en Occident parce qu'il y a justement un terrain qui lui permet de proliférer. Ça signifie il y a un terrain démocratique, il y a une liberté d'association, une liberté de culte, il y a une liberté de parole. On va dire même si elle a ses limites, ça n'a rien à voir avec ce que l'islam trouve dans les pays d'où il vient. Dans les pays où il vient, il y a des restrictions naturelles qui viennent le limiter. Ces restrictions n'existent pas en Occident. Et en plus, dans un pays comme la France, par exemple, au contraire, on va criminaliser ceux qui critiquent justement l'islam ou cherchent à lui imposer des barrières ou des restrictions. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, ça va. Il y a d'autres éléments encore qui rentrent en jeu et tout, comme la France qui, par exemple, en termes d'immigration, prend des gens qui viennent de colonies, où la haine de la France est quelque chose de très. La haine, encore une fois, hein, quelque chose qui est crassement enraciné. Hein. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui des gens utiliser des terminologies de guerre d'Algérie, des terminologies que même nos grands-parents n'utilisaient pas. Il y a des gens, ils sont nés en 98 et ils vivent encore comme s'ils étaient en 1954. Ils vivent encore en pleine guerre avec la France. Et des gens souvent nés en France, depuis plusieurs générations. Ils seraient prêts à prendre les armes, ils le font d'ailleurs, contre la France, demain. Donc c'est quelque chose de très, très spécial. Alors, je disais donc, combien y a-t-il de juifs dans les pays musulmans? Combien y a-t-il de synagogues dans les pays musulmans? Combien de maîtres peut faire un juif avec une kippa sur la tête dans un pays musulman? Vous comprenez? Pas grand-chose, c'est des chiffres proches de zéro. D'accord? Eh bien, au fur et à mesure que la France islamise, au fur et à mesure qu'elle tend vers les pays musulmans. C'est tout. C'est très simple. Et en tous les domaines. Il y a des quartiers en France où quasiment toutes les femmes sont voilées. Vous allez dans un pays musulman, toutes les femmes sont voilées. Il y a des gamines, des enfants voilés en France, il y a des gamines voilées dans les pays musulmans. Même les attentats terroristes, aujourd'hui, il y a plus eu de morts ces 5 dernières années d'attentats terroristes en France qu'en Algérie, en Tchétchénie. Quoi. Je veux dire, voilà quoi. Alors, pourquoi pensez-vous que, en termes de haine des Juifs, la France va être une exception? Non, il n'y a rien de différent. Au fur et à mesure que la France islamisera, au fur et à mesure que les Juifs seront poussés dehors. Au départ, ils sont poussés de certains quartiers vers d'autres, où il y a encore moins d'islamisation. Après, de ces quartiers, il faudra encore déménager, jusqu'au moment où ça ne réglera plus le problème. Jusqu'au moment où c'est plus possible de déménager, c'est fini. Deuxièmement, même les écoles. Hein, le gars, il va pas à l'école publique, il va à l'école privée, mais c'est acheter du temps, ça. C'est juste acheter du temps, parce qu'aujourd'hui, ça règle le problème. Mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça règle le problème? Non. Dans 20 ans, il se fera trucider sur le chemin de l'école privée. D'accord? C'est ça aussi. Donc, c'est quelque chose qui s'enracine de plus en plus, on va dire, dans la République française. Jusqu'au moment où il restera aux Juifs qu'une seule option, c'est quitter la France. Et je comprends que beaucoup le fassent. À cela, j'aimerais quand même parler de racisme institutionnel. Je vous dis un truc, je sais que beaucoup de Français m'écoutent et tout ça. Je vais être... je suis pas là pour être sympa, d'accord? C'est pas mon but d'être perçu comme un gars sympa. Je veux être perçu comme un gars sincère. Et je vous dis ce que je pense.
il y a... Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez que vous travaillez dans une commission qui doit approuver des dossiers d'adoption. Hein. Des gens viennent adopter et vous avez leur dossier sous la main. Imaginons que quelqu'un vienne adopter, d'accord ? Et puis, dans son dossier, c'est écrit qu'il a fait de la prison pour pédophilie et puis il est sorti il y a 2 ans. Voilà. Est-ce que vous approuvez ou pas ? C'était il y a 2 ans. Est-ce que vous approuvez l'adoption ou pas ? En tant que, si vous êtes une personne normale, sensée, vous n'allez pas l'approuver. Même s'il est sorti de prison il y a 10 ans, il y a 15 ans. Quoi. Moi, c'est à vie. Jamais. D'accord ? Bon. Revenons à notre sujet. Il y a pas très longtemps, il y a 70 ans environ, il y a eu des rafles de juifs en France. Des rafles purement républicaines. Des rafles purement républicaines, pourquoi ? Parce qu'elles ont été ordonnées sommet de l'État français, organisées par la police française et par des institutions, par des entreprises françaises. Ils ont utilisé des trains français, ils ont utilisé un vélodrome français, tout ça. Donc la police française, je veux dire, c'est une rafle purement républicaine. Alors, effectivement, tu peux toujours faire sauter les gens qui étaient au pouvoir et tout à cette époque-là, et puis les traiter de ce que tu veux. Tu peux, bien sûr. Néanmoins, à l'époque, ils étaient représentatifs des institutions françaises. Je veux dire, ça, tu peux pas y couper. Sinon, on peut tout à fait dire que les Allemands, bon voilà, ils peuvent dire, bon, Hitler, il est mort en 1945, je veux dire, nous, ça ne nous regarde pas, il faut lui parler à lui, hein, c'est une affaire privée, hein, c'est une vendetta privée qu'il a faite. Hein, nous, en tant que nation, ça ne nous touche pas. On peut tous faire ça. Chaque nation peut tout à fait se débarrasser de ces criminels qui étaient à sa tête en disant, bon, oui, c'était eux, ils ont fait ça à titre privé. Vous comprenez que ça ne marche pas comme ça. D'accord ? C'était une rafle purement républicaine. Alors, et ce qui est terrible encore, c'est que la France ne veut pas le reconnaître. C'est qu'il y a encore des hommes politiques et des femmes politiques français qui ne veulent pas reconnaître ce fait aussi basique, aussi simple. C'est l'équivalent de ce pédophile. Tu lui dis, t'es sorti il y a 2 ans de prison, il va dire non, j'ai rien fait, moi, accusé à tort. Donc le gars n'a même pas commencé à accepter ce qu'il a fait ou à faire face à ce qu'il a fait. Okay. La République française faisait ça il y a 70 ans. Il y a 70 ans, la République française était en train de déporter des juifs. Ok, nous sommes aujourd'hui en 2018. Dans la vie d'une nation, même si aujourd'hui la France est gouvernée de 5 ans en 5 ans, voire un horizon beaucoup plus court que cela, hein, la macdonaldisation de la politique, dans la vie d'une nation, 70 ans, c'est comme 2 ans dans la vie d'un individu. 70 ans, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose du tout. Je connais des gens, personnellement, qui sont nés à 70 ans, qui sont toujours en vie. D'accord ? 70 ans, c'est même pas une vie humaine. C'était hier. La France, l'État français, déportait, dans un cadre républicain, déportait les Juifs. Qu'a fait cet État pour me démontrer qu'il a changé, pour démontrer qu'il n'est plus le même, pour démontrer que quelque chose profondément a changé pour justifier de faire confiance aujourd'hui? C'est comme ce pédophile qui est sorti de prison il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Qu'est-ce qu'il a fait pour me montrer qu'il est quelqu'un de différent? Tu lui poses la question, dis non, c'était pas moi. On m'accuse à tort. Okay, voilà. Il y a un racisme institutionnel en France. Un racisme et un antisémitisme. Pour moi, le système républicain est profondément antisémite, jusqu'à ce qu'il démontre le contraire. Pourquoi? Je ne l'accuse pas à tort, je fais pas ça à l'Islande. Je ne dis pas que le système islandais est antisémite, je ne dis pas cela du tout, parce que les Islandais n'ont pas déporté de juifs, c'est tout. Quand un État déporte des juifs en masse dans des trains, il y a 70 ans, je suis désolé, mais pour moi, il faudra bien 700 ans avant que je change d'opinion sur cet État. J'ai envie de voir 700 ans de perfection sur ce chapitre-là, avant que je change d'avis, avant que je commence à, ne serait-ce qu'à considérer changer d'avis, dire oui, c'est il y a longtemps. Mais 70 ans, c'était hier, les gars. C'est hier. Alors, je lisais les news, il y a des juifs, ils sont maltraités, passeport israélien, ils sont maltraités dans les aéroports parisiens. Hein, ils leur font jambon et fromage. La presse française, vous regardez la presse française, qui n'est pas une presse indépendante, qui est une presse républicaine, qui est une presse au service, on va dire, de l'establishment. Elle est nourrie. D'ailleurs, la presse française, les médias français gagnent plus leur vie par ce que l'État leur donne que parce que les lecteurs leur donnent. Hein, ils n'ont pas de lectorat. En général, ils sont tous en faillite, ils vivent au crochet de l'État et ils racontent ce que l'État veut. Prenez un truc simple.
Israël, prenez un cas simple, juste un terroriste qui va prendre une voiture ou n'importe quoi, et il va rouler sur des passants au hasard dans une rue. Très simple. Il prend une voiture, il écrase les civils. Ou il prend un couteau, et il attaque les civils, et il en tue 2 ou 3, peu importe. Obtenez un article, je vous défie. Hein, et celle-ci, ce défi, je le lance à ceux qui disent que les sionistes contrôlent les médias. Hein, contrôlent rien du tout. Ils sont même pas capables d'obtenir un article équilibré dans la presse française. Même pas capable de cela. D'accord ? Enfin, pour revenir à cette pétition, réformer le Coran. L'antisémitisme, je vous ai dit, dans les pays musulmans, vient, si je dois classer par ordre, premièrement de l'éducation. Deuxièmement de la sunna. Troisièmement de très loin, c'est une échelle logarithmique littéralement, troisièmement du Coran. Mais, quand tu as 4 ans, tu sais même pas ce que c'est qu'un Coran, mais tu sais qu'il faut détester un juif. D'accord ? Donc, autrement, les musulmans font beaucoup de choses ou croient en beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement dans le Coran. Par exemple, ils croient tous au Dajjal, ils croient tous qu'il y a une sorte d'homme abominable qui viendra et qui fera des trucs absolument extraordinaires. Il n'est même pas cité dans le Coran. La majorité des musulmans croient que, quand il sera mort, dans leur tombe, ils vont recevoir un châtiment abominable de légendes pré-islamiques. La majorité croit que c'est dans le Coran. Ce n'est pas du tout dans le Coran. Circoncision. Les musulmans pratiquent la circoncision. Il n'y a pas un mot sur ça dans le Coran. Les musulmans croient que Jérusalem est la capitale sacrée de l'islam ou un lieu sacré de l'islam. Jérusalem n'est pas cité dans le Coran. D'accord ? Donc il ne faut pas essentialiser dans ce sens. Le Coran est très variable sur les juifs et sur les chrétiens d'ailleurs. Il y a même un verset qui affirme que les chrétiens, que ceux qui suivent Jésus, sont supérieurs à ceux qui ne le suivent pas. D'accord ? Clairement, comme ça. Le Coran est très variable sur les juifs et très variable sur les chrétiens. Il y a des versets extrêmement élogieux envers les juifs, des versets qui le sont moins. Je pense, c'est un indicateur, je sais que certains musulmans vont se fâcher, bon, c'est pas mon but de les fâcher, je pense que c'est quand même un livre écrit par plusieurs auteurs. C'est pas un seul auteur, ce n'est pas possible. Je pense qu'il a été écrit sur probablement plusieurs siècles, plusieurs auteurs. Le truc, c'est que ils disent qu'il faut abroger ces versets. Ça n'a pas de sens. Parce que, bien sûr, vous pouvez toujours prendre les versets litigieux, les versets qui disent du mal des juifs, vous pouvez même prendre les versets sur le djihad et tout ça, et vous les abrogez, vous publiez un Coran, vous avez retiré une cinquantaine de pages, je ne sais pas. Ok. Ça va aller où ? Ça va aller nulle part. C'est un Coran qui sera interdit dans les pays musulmans. Les musulmans vont le trouver, vont considérer ça comme un Coran falsifié, Coran républicain, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, votre imprimerie va exploser un jour. Bon, ça, c'est un classique, malheureusement. Et puis, vous allez trouver ces comptes musulmans qui vont trouver que ce Coran est génial. Mais ça ne changera pas la masse. Vous comprenez, il faut être réaliste. Les musulmans connaissent le Coran par cœur. D'accord ? Ils l'apprennent par cœur. Certains depuis l'enfance l'apprennent par cœur, de couverture en couverture. Ils sont capables de le réciter de mémoire. Okay ? Ça dure des siècles. Il y a des versets litigieux, des versets comme ceux du djihad. On se fait tuer pour ces versets-là depuis... même dans les pays musulmans, on se fait tuer pour ça. Depuis des siècles, et on n'a pas pu les abroger. Vous croyez qu'aujourd'hui, vous allez abroger cela parce que vous avez l'antisémitisme en France ? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il faut, quand on cherche des vraies solutions, il faut chercher des solutions réalistes. D'accord ? Une solution qui n'est pas réaliste, c'est une solution naïve, une solution qui vous donne l'impression de dire quelque chose, qui vous donne l'impression de vouloir faire, mais en réalité, ce n'est pas efficace du tout. Ça va nulle part. Et... c'est pour ça que je ne suis pas très excité pour cette solution-là. Elle ne sera jamais acceptée par la masse, si vous voulez. Je ne vous parle pas de créer une mosquée, de l'appeler Peace and Love, prendre un Coran light, si vous voulez, et tout. Vous trouverez toujours 50 personnes qui vous suivront, c'est pas grave. Et puis, il va falloir assez de flics dehors pour vous protéger. Mais c'est tout. Mais ça ne va pas changer, on va dire, le moteur de tout ça ne va pas réellement changer. Plus dans la sunna. Alors, la sunna, c'est pareil. La sunna... il y a des trucs qui sont très, très élogieux envers les juifs, des trucs très négatifs envers les juifs, bien sûr. Mais ce qui reste le pire, c'est l'éducation. C'est l'éducation à la base. Et on se fait... Cette haine-là nous détruit. Cette haine-là nous détruit parce que nos enfants apprennent cette haine dès le départ. Okay ?
Je sais qu'Israël a fêté ses 70 ans ces derniers temps. Et quand je vois cette haine, je comprends encore mieux l'existence d'Israël. Beaucoup de gens qui postent des fois sur Internet ou autres disent moi, j'ai rien contre les Juifs, je déteste pas les Juifs, mais je déteste les sionistes. J'ai quelqu'un qui a posté une fois sous une de mes vidéos, il a dit moi, j'ai rien contre les Juifs, j'aime bien les Juifs, mais je tuerai les sionistes, mes propres mains. Juste pour vous dire. Si j'avais été juif, j'aurais préféré un antisémite à un antisioniste, juste pour vous dire. Pourquoi? Très simple. Imaginez, vous êtes français, quelqu'un vous dit j'aime pas les Français. Imaginez quelqu'un qui est de loin, vous dit moi, j'aime pas les Français. Bon, c'est désagréable. Personne n'est content quand on lui dit je t'aime pas. Ok, c'est pas grave. Mais imaginez quelqu'un qui dit ah, moi, j'aime bien les Français. Ah, moi, j'adore les Français. Je trouve les Français sont géniaux. Par contre, il ne faut pas qu'ils aient un pays. Moi, je veux que les Français soient des clochards dans tous les pays du monde, mais qui ne réclament jamais, qui n'osent jamais réclamer la France. Alors, du moment qu'ils ne réclament pas la France, moi je les aime. Comprenez que c'est beaucoup plus inique quand même que juste la haine pure et simple. D'accord. Chez nous, je sais que cette histoire israélienne, bon, je vais arrêter sur ça parce que je pars sur Israël en pour 2 heures, nous a fait beaucoup de tort. Parce que depuis 1962, nous avons eu, c'est un secret pour personne, des gens qui nous ont vendu une soi-disant libération, et en échange, ils nous ont truandé grave. L'avenir de beaucoup de générations a été volé. Mais dès 1962, ils disaient nous allons libérer la Palestine. Et en fait, ils n'avaient rien à foutre de Palestine, quoi que ce soit. C'était juste pour donner un os au peuple, pour qu'il le range. Et ça marchait tellement bien, même au-delà de leur... ça marchait au-delà, on va dire, de leur espérance, de sorte qu'aujourd'hui, on a un peuple qui vit lui-même dans des situations abominables, et il projette ses fantasmes sur la Palestine. Okay. D'ailleurs, on ne dit plus Palestine, on dit bande de Gaza. Pourquoi bande de Gaza? Parce que la Palestine est devenue Gaza, parce que l'autre côté, géré par le Fatah, on n'en parle pas, parce que vous avez le Fatah et le Hamas. Les deux sont des islamistes, mais qui est l'islamiste abominatus? C'est bien sûr le Hamas. Et c'est pour ça que l'histoire de la Palestine est devenue Gaza. C'est devenu Gaza. Pourquoi? Parce que toujours du côté des plus islamistes. Toujours. Enfin, je peux partir là-dessus pendant 2 heures, vous savez. Mais j'ai pas envie de vous barber plus que ça. Quoi. Toujours est-il qu'on règle pas les problèmes avec des... On règle pas les problèmes avec des pétitions. Je salue, bien sûr, la noblesse des sentiments qui animent ces signataires. Mais je ne crois pas qu'on puisse prendre une situation, un renversement civilisationnel comme celui que vit la France aujourd'hui, avec une caste politique littéralement qui utilise du clientélisme. C'est très simple, combien il y a de juifs, combien il y a de musulmans, c'est tout. C'est la loi des nombres, parce que chacun a le droit de voter, un vote par personne, donc c'est très simple. Tu fais du clientélisme avec les juifs ou avec les musulmans. C'est très simple. Donc, démographie veut que tu fasses du clientélisme avec les musulmans. Voilà. Ça se fera sur le dos des juifs. C'est en train de se faire sur le dos des juifs, d'ailleurs. Et voilà, c'est quelque part la République sous-traite son antisémitisme aux musulmans. D'accord. Donc, eux, la République reste avec les mains blanches, les pattes blanches, mais cette immigration sauvage musulmane et cette radicalisation islamique est en train de réussir en France, là où les nazis ont perdu. Là où ce que les nazis n'ont pas pu faire, aujourd'hui la République est en train de le faire par islamistes interposés. Voilà, c'est triste, c'est abominable, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? À bientôt, mes amis.